Avant de plonger dans cette histoire vraie, aussi mystérieuse que terrifiante, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits. Croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'à la fin, car une information capitale vous y attend, un détail souvent ignoré, mais qui pourrait bien changer totalement votre compréhension de cette affaire. Installez-vous confortablement. L'histoire commence maintenant. Au large des côtes écossaises, à plus de 30 km du continent, se trouve un archipel oublié, les îles Flannan. De la terre ferme, on ne les aperçoit presque jamais. Elles ne sont qu'une silhouette lointaine, souvent dissimulée derrière des brumes épaisses ou des pluies froides poussées par les vents de l'Atlantique Nord. Parmi ces îles battues par les tempêtes, l'une se distingue, Ailean Mor, un rocher abrupt d'à peine quelques centaines de mètres de long, où aucun arbre ne survit et où seuls les oiseaux marins semblent véritablement chez eux. C'est ici qu'en 1899, le gouvernement écossais a construit un phare. Un phare moderne pour l'époque, puissant, indispensable, car les eaux environnantes sont réputées impitoyables pour les navires. 3 hommes avaient pour mission de maintenir cette lumière vivante, nuit après nuit. 3 gardiens, isolés du reste du monde pendant des semaines entières, sans autre contact humain que les rares visites du bateau de ravitaillement. Une vie dure, solitaire. Mais ce qui allait arriver en décembre 1900 dépasse de loin l'imaginable. C'est une histoire vraie, un mystère toujours non résolu, plus de 120 ans après les faits. Une disparition que ni les enquêteurs, ni les historiens, ni même les météorologues n'ont su expliquer. Bienvenue dans l'énigme la plus troublante de l'histoire maritime britannique, la disparition des gardiens du phare d'Ailean Mor. Les 3 hommes choisis pour veiller sur le phare étaient des gardiens expérimentés. Le premier, James Ducat, était le chef gardien. Un homme respecté, calme, méthodique. Il avait travaillé dans plusieurs phares auparavant, toujours apprécié pour sa discipline et son sérieux. Le second, Thomas Marshall, n'avait que 28 ans, mais il était déjà reconnu pour ses compétences techniques. C'est lui qui entretenait la machinerie du phare, vérifiait les systèmes, réparait les mécanismes. Rien ne lui échappait. Le troisième, Donald MacArthur, était un remplaçant venu uniquement pour quelques semaines. Marin chevronné au tempérament fort, il était connu pour être courageux, parfois impulsif, mais fiable. On disait de lui, s'il y a un homme sur qui compter pendant une tempête, c'est bien MacArthur. Ces 3 hommes formaient une équipe solide. Ils connaissaient les dangers de la mer, l'isolement, le froid, les difficultés de la vie sur Ailean Mor. Rien ne semblait pouvoir les surprendre. Et pourtant, en décembre 1900, quelque chose s'est produit. Quelque chose que ces 3 hommes, aguerris, costauds, habitués aux pires conditions, n'ont pas su affronter. Quelque chose suffisamment fort ou suffisamment effrayant pour les faire disparaître sans laisser la moindre trace. Le 15 décembre 1900, en pleine nuit, le phare cesse soudainement d'émettre sa lumière. Sur les côtes écossaises, les opérateurs qui surveillent les signaux remarquent l'anomalie. Mais à cette époque, sans radio, sans téléphone fiable, sans moyen de communication directe, ils ne peuvent rien faire. Les jours suivants, la mer se déchaîne. Des vents violents, des vagues gigantesques empêchent toute tentative d'approcher l'île. Pendant presque 2 semaines, Ailean Mor reste coupé du monde. Là-bas, sur ce rocher perdu, personne ne sait ce qu'il se passe. Personne ne voit que la lumière du phare ne brille plus. Personne ne sait si les 3 gardiens vont bien ou s'ils ont besoin d'aide. Le 26 décembre, le bateau de ravitaillement Hesperus parvient enfin à prendre la mer. À bord, l'équipage s'inquiète. Le phare aurait dû être allumé. Ailean Mor, d'habitude, apparaît comme un point lumineux dans l'immensité sombre de l'océan. Mais cette fois, il n'y a rien. Rien qu'un silence inquiétant. Le Hesperus atteint enfin l'île après une traversée difficile. Joseph Moore, un gardien remplaçant habitué au lieu, est le premier à descendre à terre. Dans son rapport, il écrira plus tard « En approchant du phare, j'ai senti une sensation que je ne peux expliquer, comme une peur profonde, irrationnelle, que je n'avais jamais ressentie auparavant. » Moore gravit le chemin escarpé qui mène au bâtiment blanc et massif. La porte extérieure est fermée, il frappe. Aucune réponse. Il ouvre la porte, entre et se fige. Tout est silencieux. Aucun bruit, aucun mouvement. Pas un souffle humain. Il appelle les gardiens, fouille le rez-de-chaussée, puis l'étage supérieur. Les lits sont faits, rangés. Ils n'ont pas dormi récemment. Dans la cuisine, un repas semble avoir été interrompu. Une assiette posée sur la table, des restes de viande, une chaise renversée comme si quelqu'un s'était levé brusquement, et surtout, les manteaux de pluie. 2 manquent.
Mais l'un d'eux, celui de MacArthur, est toujours accroché. Or, sans ce manteau, personne ne sort dans le froid de décembre sur l'Atlantique Nord. Tout semble parfaitement normal, et pourtant tout respire l'abandon soudain. Moore explore chaque recoin du phare. Dès les premiers pas, il sent une atmosphère lourde, glaciale, presque oppressante, comme si le bâtiment avait été figé dans le temps. Les horloges, d'ordinaire parfaitement entretenues, sont toutes arrêtées. Le moment exact où elles se sont tues reste inconnu, mais leur immobilité est un signe clair. Les gardiens ont cessé leurs activités brutalement, sans avoir pu remettre les mécanismes en marche. Dans la cuisine, le feu est éteint depuis longtemps. Une assiette repose sur la table, comme si quelqu'un s'était levé au milieu d'un repas. À côté, une chaise est renversée, seul signe visible d'un mouvement soudain, peut-être même d'un geste de panique. Moore inspecte les armoires. 2 manteaux de pluie manquent, mais le troisième, celui de Donald MacArthur, est toujours accroché. C'est un détail troublant. MacArthur n'aurait jamais quitté le phare par un froid aussi mordant sans son ciré. Il connaissait trop bien les dangers de l'île pour agir ainsi. Les lampes le sont pleines d'huile, les outils rangés. Rien n'évoque une urgence liée au fonctionnement du phare. Tout semble indiquer que les hommes sont sortis précipitamment. Mais pour quelle raison? Et pourquoi laisser un manteau derrière soi en plein mois de décembre sur l'Atlantique Nord? L'intérieur du phare ne livre aucune réponse, seulement plus de questions. Dans la salle de veille, Moore ouvre le tiroir où les gardiens conservent leurs documents. À l'intérieur se trouve le journal de bord, bien rangé, intact. Il l'ouvre et découvre les notes écrites de la main de Thomas Marshall, couvrant les jours précédant la disparition. Le 12 décembre, vent violent, Ducat très nerveux aujourd'hui. Une remarque inhabituelle. James Ducat était réputé pour son tempérament calme, même face aux pires tempêtes. Le 13 décembre. La tempête est pire que tout ce que j'ai vu. MacArthur pleure. Cette phrase choque Moore. MacArthur, ancien marin robuste, n'était pas du genre à céder à la peur. Le 14 décembre, rien n'est inscrit. Le 15 décembre, dernière entrée du carnet. La tempête continue, tous prions, Dieu nous protège. Mais voici l'élément le plus perplexe. Selon les archives météorologiques, aucune tempête majeure n'a été enregistrée dans la région ces jours-là. Rien qui puisse justifier l'effroi des gardiens ni les phénomènes décrits dans le journal. Cette contradiction devient l'un des aspects les plus déroutants de l'affaire. Était-ce un phénomène météo isolé, ultra-localisé, seulement sur l'île? Une sorte de tempête étrange, surnaturelle, que les instruments n'ont pas détectée? Ou bien Marshall décrivait-il autre chose qu'une simple tempête? Les notes du journal de bord sont les derniers mots connus des gardiens du phare Daly and Moore, leur ultime témoignage. Un message rempli de peur, d'incompréhension et surtout de mystère. Après avoir inspecté l'intérieur du phare, Moore et l'équipage du Hesperus commencent à examiner l'extérieur du bâtiment. Ils empruntent le sentier qui mène à la falaise ouest, l'endroit le plus exposé du phare. À cet instant, ils découvrent une scène qui dépasse l'entendement. La plateforme métallique, située à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer, est complètement arrachée. Pas seulement détachée, tordue, pliée, déformée comme si une force prodigieuse avait frappé la structure. Même les tempêtes les plus violentes de la région n'ont jamais causé de dégâts similaires. Plus loin, des coffres à outils, pourtant conçus pour résister aux pires conditions maritimes, sont éventrés. Leur contenu est dispersé sur les rochers. Les ferrures sont brisées net comme frappées par un choc brutal. Mais ce qui trouble le plus l'équipage, ce sont les cordages. Des câbles épais utilisés pour ancrer du matériel lourd sont retrouvés déchirés, pas coupés, pas usés, déchirés. Aucune lame, aucune main humaine ne pourrait provoquer une rupture aussi propre et nette. Certains de ces dégâts se trouvent à plus de 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Pour qu'une vague atteigne une telle hauteur, il faudrait un phénomène exceptionnel, un tsunami ou une vague scélérate gigantesque. Pourtant, aucune tempête majeure n'a été enregistrée dans la région. Aucun navire n'a signalé des conditions extrêmes. Alors, quelle force invisible s'est abattue sur l'île? Quel événement colossal a pu causer de tels dommages? Et surtout, où étaient tous les gardiens au moment de l'impact? À ce stade, l'équipage réalise qu'ils sont face à quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose que la logique peine à expliquer. Après avoir examiné chaque recoin de l'île, l'équipage doit se rendre à l'évidence, les 3 gardiens ont disparu. La plus petite île des Flannan, Daly and Moore, ne mesure que quelques centaines de mètres de long. On peut en faire le tour en quelques minutes. Il est impossible pour quelqu'un de s'y cacher durablement. Et pourtant, nulle trace des 3 hommes.
Aucun corps n'est retrouvé sur les rochers, ni dans les crevasses, ni près de la mer. Aucun outil abandonné. Aucun vêtement déchiré, aucun signe de lutte, rien. Le silence de l'île devient presque oppressant. Les goélands, d'habitude bruyants, semblent eux-mêmes éviter la zone, comme si quelque chose d'indicible s'était produit ici. Une hypothèse circule parmi l'équipage. Peut-être qu'un des gardiens est tombé à la mer et que les deux autres sont sortis pour lui porter secours. Mais cette théorie se heurte à un problème majeur. Pourquoi MacArthur serait-il sorti sans son manteau? Pourquoi la porte du phare aurait-elle été verrouillée? Pourquoi 3 hommes, expérimentés et prudents, auraient-ils commis une erreur aussi grossière? Plus personne n'a vu les gardiens vivants après le 15 décembre, et plus personne ne les reverra jamais. Le 29 décembre 1900, un télégramme officiel est envoyé à l'administration maritime. On y lit 5 mots terrifiants. Les 3 hommes sont perdus. Après l'annonce de la disparition des 3 gardiens, une enquête officielle est ouverte. Mais très vite, les interrogations dépassent les simples explications rationnelles. La première théorie avancée est celle d'une vague scélérate, une vague géante, imprévisible, l'une de ces montagnes d'eau capables de se lever soudainement à la surface de l'océan. De telles vagues existent réellement et ont déjà coulé des navires entiers. Peut-être que les hommes se trouvaient près de la falaise au moment où une de ces vagues monstrueuses a heurté l'île. Mais cette explication présente plusieurs failles. Pourquoi la porte du phare était-elle verrouillée? Pourquoi MacArthur est-il sorti sans son manteau? Pourquoi les 3 hommes, entraînés et prudents, seraient-ils sortis en même temps? Une autre théorie évoque une violente dispute entre les gardiens. Mais les éléments trouvés dans le phare, lits faits, outils rangés, aucun signe de lutte, rendent ce scénario improbable. Et surtout, ces hommes étaient réputés pour leur discipline et leur entente professionnelle. Certains avancent l'idée d'un phénomène psychologique. L'isolement, l'Atlantique déchaîné, le froid permanent. Peut-être que la tension mentale a atteint un point de rupture. Mais là encore, cela n'explique pas les dégâts extérieurs. Plus les enquêteurs avancent, plus l'affaire semble s'éloigner du raisonnable. Alors naissent d'autres hypothèses, les plus sombres, les plus étranges. Des marins racontent que les îles Flannan sont hantées depuis des siècles. On y aurait vu des silhouettes dans les brumes, entendu des voix au milieu des rafales. Certains parlent même d'une présence sur l'île, une force inconnue, quelque chose que les anciens évitaient soigneusement. Bien sûr, aucune preuve concrète n'appuie ces rumeurs, mais l'absence totale d'explication donne à l'affaire un parfum d'irréel, une disparition sans témoin, sans trace, sans corps, un mystère qui, plus d'1 siècle plus tard, reste entier. Aujourd'hui, le phare d'Ayleigh Anmore continue de fonctionner, mais sans gardien. Depuis les années 70, il est entièrement automatisé. Plus personne n'y vit, plus personne n'y dort, plus personne ne marche sur ces chemins battus par le vent. Seule la lumière du phare tourne inlassablement, balayant la mer, comme pour rappeler ce mystère insoluble. Plus d'1 siècle après les faits, aucune explication définitive n'a été apportée. Pas de corps retrouvé, pas d'aveu posthume, pas de témoins. Seulement 3 hommes disparus et une île qui semble garder jalousement son secret. Était-ce une vague géante, un phénomène naturel exceptionnel, une panique collective, une intervention humaine, ou bien quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus inexplicable? Personne ne le sait, et peut-être que personne ne le saura jamais. La disparition des 3 gardiens du phare d'Ayleigh Anmore reste encore aujourd'hui l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire maritime. Un rappel que parfois la mer ne rend pas toutes ses réponses, et que certaines histoires sont destinées à demeurer à jamais dans la pénombre. Merci d'avoir suivi ce récit, et souvenez-vous, au milieu de l'océan, même la lumière la plus puissante ne parvient pas toujours à dissiper l'ombre du mystère.